Une serveuse bienveillante paya le café d'un vieil homme, sans savoir qu'il était un milliardaire à la recherche de sa future épouse. Le café du centre-ville bourdonnait de l'activité matinale tandis que la pluie crépitait contre les grandes baies vitrées, estompant le paysage urbain au-delà. Le riche arôme du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur du pavé détrempé par la pluie, créant une ambiance réconfortante pour les clients cherchant refuge contre le temps maussade. Au milieu du cliquetis des tasses et du murmure des conversations, la porte s'ouvrit brusquement, laissant un courant d'air glacial balayer le café. Un homme d'une cinquantaine d'années entra, son manteau usé, dégoulinant de pluie, et ses chaussures éraflées laissant de faibles empreintes sur le sol poli. Ses cheveux, poivre et sel, étaient humides, collés à son front, et ses yeux trahissaient une lassitude qui parlait des épreuves endurées. Il s'approcha timidement du comptoir, son regard parcourant le menu, avant de se poser sur le jeune barista derrière la caisse. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il demanda un simple café noir. Alors que le barista enregistrait la commande, l'homme fouilla dans ses poches, ses mouvements devenant de plus en plus frénétiques à la recherche de son portefeuille. Son visage pâlit et il déglutit difficilement avant de parler, sa voix teintée d'embarras. Je suis désolé, balbutia-t-il. Je dois avoir laissé mon portefeuille à la maison. Si ça ne vous dérange pas, pourrais-je juste m'asseoir ici un moment jusqu'à ce que la pluie se calme? Le barista, un jeune homme à la mâchoire carrée et à la langue encore plus acérée, croisa les bras sur sa poitrine et ricana. Écoutez, mon pote, dit-il à voix haute, attirant l'attention des clients voisins. Ce n'est pas un refuge ici. On ne distribue pas de cadeaux à ceux qui ne peuvent pas payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas rester. Les joues de l'homme virèrent au cramoisi tandis qu'il reculait d'un pas, ses yeux fuyant vers le sol. « Je ne demandais pas une boisson gratuite, » murmura-t-il. « Juste un endroit pour rester au sec un petit moment. » Un rire narquois s'éleva d'une table voisine où un groupe de clients bien habillés observait la scène. « Imaginez ça, » se moqua l'un d'eux, « entrer dans un café sans un sou et s'attendre à être servi. » « Certaines personnes n'ont aucune honte, » ajouta un autre, sa voix dégoulinant de dédain. « Les temps doivent être durs, si les mendiants aspiraient maintenant à devenir des connaisseurs de café. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent alors qu'il se tournait vers la porte, le poids de l'humiliation pesant lourdement sur lui. De l'autre côté de la salle, Amélie, une serveuse de 29 ans aux cheveux auburn, attachée en une queue de cheval lâche, observait l'échange. Ses yeux noisettes, habituellement chaleureux et accueillants, brûlaient maintenant d'indignation. Équilibrant un plateau chargé de tasses et d'assiettes vides, elle se fraya un chemin à travers le café bondé vers le comptoir. Posant le plateau avec un cliquetis décidé, elle plongea la main dans la poche de son modeste uniforme et en sortit un billet de 5 €, le plaçant fermement sur le comptoir. « Ça suffira, » dit-elle, sa voix stable et claire perçant les murmures qui avaient commencé à se répandre. Le ricanement du barista vacilla alors qu'il la regardait. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ?» se moqua-t-il. « Tu n'as pas à payer pour ce type. Il ne peut pas simplement entrer ici et s'attendre à la charité. » Le regard d'Amélie balaya les clients assemblés, son expression inébranlable. « Je paye son café, Duclacia, » déclara-t-elle, non par pitié, mais parce que je sais ce que c'est d'être jugée pour ne pas avoir assez. Un rire dédaigneux éclata du coin de la pièce. « Comme c'est noble, » railla un homme. « Une serveuse qui joue les héroïnes. Peut-être que vous espérez un pourboire de sa part plus tard. » Amélie se tourna pour faire face à la salle, sa posture droite et sa voix résonnant de conviction. « La gentillesse n'est pas une transaction, » déclara-t-elle. « Faire preuve de compassion ne nous diminue pas, mais rabaisser les autres révèle notre propre petitesse. » Le café devint silencieux, le courant sous-jacent de moquerie précédent remplacé par un sentiment palpable d'introspection. Amélie se retourna vers l'homme, lui offrant un doux sourire. « Je vous en prie, asseyez-vous, » l'invita-t-elle. « Je vous apporterai votre café tout de suite. Ne laissez pas les paroles dures des autres définir votre valeur. » L'homme croisa son regard, ses yeux brillants de larmes non versées. Il hocha la tête avec reconnaissance et trouva une place près de la fenêtre où la pluie continuait de cascader sur la vitre. Pendant qu'Amélie préparait son café, l'atmosphère dans le café changea subtilement. Les clients évitèrent de croiser son regard, leur amusement antérieur maintenant remplacé par une contemplation discrète. À cet instant, Amélie, malgré ses modestes moyens et le mépris des autres, se dressait comme un phare de dignité et d'empathie. Et l'homme, autrefois jugé indigne par ceux qui l'entouraient, trouva du réconfort dans le simple fait d'être vu et valorisé. Ce moment dans le café résonnait encore dans l'esprit d'Amélie alors qu'elle nettoyait la dernière table de son service. Personne ne lui avait parlé directement depuis, mais les regards, les chuchotements et le silence flottèrent dans l'air comme de la fumée. Le lendemain matin, son directeur, Bruno, la convoqua dans son bureau. La petite pièce sentait le café brûlé et l'eau de javel. « Fermez la porte, » dit-il. Amélie obéit, Bruno croisa les bras. « C'est un commerce, Amélie, pas votre projet de charité. » Elle resta silencieuse. « Ce n'est pas à vous de décider qui reçoit des gratuités, » continua-t-il. « Si vous voulez jouer à Mère Teresa,
Faites-le en dehors de vos heures de travail. J'ai payé pour lui, dit-elle calmement. Ce n'est pas la question, aboya-t-il. Vous avez embarrassé votre collègue et mis les clients mal à l'aise. Amélie le regarda dans les yeux. Non, il s'est embarrassé tout seul. Ne me testez pas, dit Bruno sèchement. Vous êtes ici pour servir, pas pour faire la morale. Un silence. Je peux y aller demanda-t-elle. Sortez et souvenez-vous de votre place. De retour en cuisine, Marine et Julien se tenaient près de l'évier. Ils se turent quand elle entra. En passant, Marine marmonna juste assez fort. Ça doit être facile de jouer les nobles quand on partage encore le loyer avec sa petite sœur. Julien gloussa. Je parie qu'elle pensait que le type était un millionnaire secret. Amélie ne dit rien. Elle attrapa son manteau, signa sa sortie et sortit sous la bruine. L'air sentait le pavé mouillé et la fumée de la ville. Elle ne se pressa pas. L'appartement qu'elle partageait avec Léa était exigu. Un 2 pièces avec de la peinture écaillée et une fenêtre qui laissait passer les courants d'air. Léa était recroquevillée sur le canapé, frissonnant sous une couverture. « Salut !» murmura Amélie, effleurant le front de sa sœur. « Tu es en retard !» marmonna Léa. Amélie sourit. « J'ai été prise sous la pluie. » Elle réchauffa une vieille bouillie, y ajouta une pincée de sel et la tendit à sa sœur. Puis elle vérifia son portefeuille. 3 €, un ticket de métro, une photo délavée de leur mère. Elle regarda l'argent, le plia lentement et le remit à l'intérieur. Aucun regret, ni pour le café, ni pour rien d'autre. Après que Léa se fut endormie, Amélie s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Son reflet la fixait, fatiguée, pâle, mais avec une force tranquille qui brillait encore en dessous. Ses pensées retournèrent des années en arrière, à 15 ans peut-être, quand leur mère s'était effondrée sur un marché. Les gens étaient de passer sans s'arrêter. Tous sauf une vieille femme en jupe rapiécée, qui s'était agenouillée à leur côté, leur offrant de l'eau et enroulant un châle autour des épaules d'Amélie. Amélie n'a jamais su son nom, mais elle se souvenait de sa gentillesse. Ce moment était devenu une promesse. Alors, quand elle a vu cet homme dans le café, mouillé, honteux, invisible, il n'y avait aucune décision à prendre. Elle a fait ce qui devait être fait. Le jugement n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était elle cette nuit-là. Avant d'éteindre la lumière, elle murmura dans le noir, juste pour elle-même, « Je préfère être moquée pour avoir fait le bien que louée pour être restée silencieuse. » Et dans ce petit appartement, avec rien à offrir que sa propre dignité, Amélie ressentit quelque chose de rare. La paix. Cela faisait 4 jours depuis l'incident. 4 longs services, remplis de chuchotements à moitié entendus et de regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Amélie avait appris à vivre en étant invisible, mais maintenant elle était visible pour quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, et les regards semblaient plus lourds que le silence ne l'avait jamais été. Ce matin-là, le café bourdonnait comme d'habitude, tasses cliquetant, vapeurs sifflant, conversations oisives. Amélie se déplaçait de table en table, essuyant les miettes, empilant les assiettes, offrant des sourires polis. Puis la sonnette de la porte retentit. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, mais quelque chose changea. L'air se figea et la curiosité la tirailla. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Un homme de grande taille entra, vêtu d'un costume gris anthracite et d'une écharpe en soie, ses cheveux poivre et sel soigneusement peignés. Ses chaussures vernies tapaient légèrement sur le sol. Il ressemblait à un homme qui appartenait à une tour de verre, pas à ce modeste café. Mais il y avait quelque chose d'inconfondable dans ses yeux. Amélie se figea. Il ne se dirigea pas vers le comptoir. Il marcha jusqu'à la table près de la fenêtre, la même place où un homme trempé et humilié s'était assis un jour et s'y installa sans un mot. Amélie serra le chiffon dans sa main, son cœur battait la chamade. Elle s'approcha avec un menu, ne sachant si elle devait faire comme si elle ne le reconnaissait pas ou dire la vérité à voix haute. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il leva les yeux. « Je ne suis pas ici pour commander. » Elle fit une pause. « Je n'ai qu'une seule question, dit-il. Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Amélie cligna des yeux. « Je ne pouvais tout simplement pas regarder ça se produire. Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez rien à y gagner. » Elle hésita. « Vous ne ressembliez pas à quelqu'un qui demandait la charité. Vous ressembliez à quelqu'un qu'on faisait se sentir petit. Et je connais ce sentiment. » Elle s'assit en face de lui, mettant le menu de côté. « Quand j'avais 17 ans, dit-elle, ma mère s'est effondrée sur un marché. Personne n'a aidé. Ils l'ont contournée comme si elle était un problème. Sauf une femme, une vieille dame qui n'avait presque rien elle-même. Elle est restée et j'ai promis que je serais comme elle si j'en avais un jour l'occasion. » Il n'interrompit pas. Il écoutait simplement. « Ce jour-là, dit-elle doucement, je me suis souvenu de cette promesse. » Quelques instants de silence passèrent, puis il demanda « Lisez-vous » Amélie cligna des yeux. « Des livres ?» Il hocha la tête. « Avant, oui. Pas beaucoup ces derniers temps. J'aimais les histoires sur des gens ordinaires qui font des choses courageuses. » Il sourit faiblement. « Bon choix. » Ils commencèrent à parler de livres, de villes, de musique, de Bach, de Chopin.
de pourquoi les gens deviennent cruels quand ils se sentent impuissants. Il mentionna des auteurs qu'Amélie n'avait jamais lus et elle ne prétendit pas les connaître. Elle répondit avec curiosité, pas avec prétention. Les minutes passèrent, puis d'autres. Le bruit du café s'estompa en un bourdonnement de fond. À un moment donné, Amélie rit. Un vrai rire, pour la première fois depuis des jours. « Je n'étais pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. Il haussa un sourcil. « À quoi vous attendiez-vous » Elle haussa les épaules. À quelqu'un qui voulait juste dire merci et disparaître. Il baissa les yeux, puis croisa de nouveau son regard. « J'ai de la richesse depuis longtemps, dit-il, mais très peu de gens m'ont fait me sentir à nouveau humain. Ce jour-là, vous l'avez fait. » Amélie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant, il n'était que deux personnes. Pas une serveuse et un milliardaire, pas une étrangère et un sauveur, juste deux âmes enfin vues. Et aucun d'eux ne l'oublierait. C'était exactement une semaine après leur deuxième rencontre qu'Amélie reçut l'enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de nom d'expéditeur, juste une lourde carte ivoire à l'intérieur, embossée de lettres dorées et du logo reconnaissable de l'hôtel de Sévigné. Un hôtel 5 étoiles au cœur de Paris, plus connu pour accueillir des chefs d'État que des serveuses de café de quartier. Son nom était clairement imprimé en haut, Amélie Fournier, invitée de Charles H. d'Évreux. Elle le fixa longuement, la lumière de l'après-midi attrapant le sceau doré comme un secret, il la mettait au défi de l'ouvrir. Elle faillit ne pas y aller, mais la curiosité, mêlée à une étrange oppression dans sa poitrine, la conduisit dans le hall de l'hôtel 3 jours plus tard, vêtue de sa seule jolie blouse, de chaussures empruntées à sa sœur et les cheveux relevés avec des mains tremblantes. Quand elle passa les portes tournantes, c'était comme entrer dans un autre monde. Des sols en marbre poli, des lustres dégoulinants de lumière, des gens qui marchaient avec une assurance tranquille. Elle s'approcha de la réception, sa voix à peine stable. « Amélie Fournier, je crois que j'ai un rendez-vous. » Le concierge hocha la tête sans surprise et l'orienta vers un salon privé au 21e étage. « Monsieur d'Évreux vous rejoindra sous peu. » Monsieur d'Évreux. Elle monta dans l'ascenseur en silence, son cœur battant la chamade. Le salon était calme, opulent, avec de profonds fauteuils en cuir, un jazz doux fredonnant depuis des haut-parleurs invisibles et une vue qui surplombait la ligne d'horizon comme une salle du trône dans le ciel. Elle se tint près de la fenêtre, ne sachant pas si elle avait sa place dans ce genre de monde, jusqu'à ce que la porte derrière elle s'ouvre. Elle se retourna. Charles, mais pas l'homme du café, ni même la silhouette en costume d'il y a quelques jours. Ce Charles portait la prestance comme un costume sur mesure. Flanqué de 2 assistants qui s'attardèrent brièvement à la porte, il entra avec le genre d'autorité qui n'exige pas l'attention. Elle était simplement là. « Amélie, dit-il, sa voix douce et basse, merci d'être venue. » Elle essaya de sourire, mais sa voix se bloqua. « Ce n'est pas exactement un café. » Il fit un geste vers la table dressée près de la fenêtre, déjà préparée avec du thé, des fruits et un expresso intact. « Je vous en prie, dit-il, asseyez-vous. » Elle obéit, ne sachant toujours pas si elle était honorée ou inspectée. Il s'assit en face d'elle, joignant ses mains. « Je voulais vous le dire en personne, commença-t-il, parce que toute autre manière me semblerait malhonnête. » Elle attendit. « Mon nom, dit-il, est Charles H. d'Évreux. Je suis le fondateur de Participation d'Évreux. Nous opérons dans 12 pays, principalement dans les infrastructures et l'investissement à impact social. » Amélie cligna des yeux, elle ouvrit la bouche mais ne dit rien. « Je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre, » ajouta-t-il rapidement. « Mais ce matin-là, au café, je me suis habillé simplement. Oui, je n'ai pas apporté mon portefeuille exprès. J'avais besoin de savoir ce que les gens verraient quand il n'y avait rien à gagner. » Amélie fixa le thé devant elle comme s'il pouvait lui offrir une clarté. « Ma femme est décédée il y a 15 ans, continua-t-il, sa voix plus basse maintenant. Un cancer, soudain. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Après sa mort, j'ai cessé de faire confiance aux gens, cessé de croire que la gentillesse était réelle. J'ai commencé à voyager anonymement, à visiter des villes, des villages, non seulement pour voir le monde, mais pour voir qui y vivait encore avec un cœur. » Il la regarda directement. « Ce jour-là, j'ai trouvé quelqu'un. » La gorge d'Amélie se serra. Elle ne savait pas si elle se sentait honorée ou horrifiée. « Vous m'avez piégée ?» demanda-t-elle, la voix tremblant légèrement. « Non, » dit-il doucement. « Je ne vous ai pas approché, je n'ai rien demandé. J'ai simplement observé. Et vous avez choisi. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne sais pas si je dois me sentir reconnaissante ou manipulée. » Il hocha la tête. « Je comprends cela. Vraiment. » Amélie se leva brusquement, sa chaise raclant doucement contre le tapis. « Et maintenant, demanda-t-elle, vous me dites que j'ai réussi votre petit test de moralité, et puis quoi? Vous me faites un chèque? Vous m'offrez un travail? Une voiture ?» Charles ne broncha pas. « Je ne vous offre rien à moins que vous ne choisissiez de m'écouter. » Le souffle d'Amélie était saccadé, ses émotions une tempête de contradictions, choc, offense, curiosité, admiration. Il se leva aussi, se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos.
Je ne vous testais pas, Amélie, dit-il à nouveau. Je cherchais quelque chose que je pensais que le monde avait perdu. Et peut-être quelqu'un pour me rappeler à ce que signifiait être vu. Pas comme un milliardaire, pas comme un fardeau, juste comme un homme. Elle le regarda en silence. Je ne veux pas acheter votre gratitude, ajouta-t-il. Mais j'aimerais savoir, prendriez-vous un autre café avec moi? Sans attente, sans faux-semblant. Amélie le regarda, non pas le costume sur mesure, le salon de luxe, la ligne d'horizon, mais ses yeux. Les mêmes yeux qui avaient en débaissé la tête, humides de honte, serrant un manteau en lambeaux et demandant à rester au sec. L'homme en face d'elle était le même homme que dans le café. Et d'une manière ou d'une autre, cela importait plus que tout le reste. Elle laissa échapper un lent soupir. « Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle doucement, ou ce que vous pensez que ça pourrait être, mais je sais qui je suis. » Charles se tourna vers elle, quelque chose de non dit dans son expression. « Et qui est-ce » demanda-t-il. Elle sourit. Petit, calme, honnête. Quelqu'un qui ne l'a pas fait pour être remarqué, et quelqu'un qui n'a pas peur de s'en aller si c'est tout ce que cela s'avère être. Il hocha la tête, les coins de sa bouche se relevant. C'est ce qui vous rend différente. Et pour la première fois, Amélie réalisa que ce n'était pas un test. C'était une invitation, non pas dans la richesse, mais dans quelque chose de bien plus rare. Être vu et se souvenir. Non pas pour qui vous impressionnez, mais pour qui vous choisissez d'être quand personne ne regarde. Amélie ne s'attendait pas à avoir de nouveau des nouvelles de Charles. Elle pensait que leur dernière conversation à l'hôtel avait peut-être été la fin de quelque chose d'étrange, de surréaliste, un moment en dehors de sa vie normale. Une fenêtre à travers laquelle elle avait regardé, mais qu'elle ne serait jamais autorisée à franchir. Mais dès le lendemain après-midi, une autre enveloppe arriva. Pas de gaufrage doré cette fois, juste son nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une courte note écrite de la même main ferme. « Amélie, je me rends à Strasbourg la semaine prochaine. J'y vais chaque année. C'est plus calme là-bas, paisible. J'aimerais que vous veniez. Pas pour les affaires, pas pour la formalité, juste pour la compagnie, juste pour la conversation, sans attente, seulement une invitation sincère. Charles. » Un billet de train aller-retour était glissé à l'intérieur, elle le tint dans sa main pendant un long moment. Plus tard cette nuit-là, dans la cuisine exiguë de leur petit appartement, Amélie fixait le riz qui bouillait sur la cuisinière tandis que sa jeune sœur Léa était assise, emmitouflée sur le canapé, toussant doucement entre deux gorgées de thé. « Tu es silencieuse ?» dit Léa. Amélie sourit faiblement. « C'est rare, hein ?» Léa pencha la tête. « Tu penses à lui ?» Amélie hocha la tête. Elle raconta tout à Léa sur l'invitation, le billet, la façon dont cela lui donnait l'impression qu'une porte s'était ouverte, une porte sur laquelle elle n'avait jamais osé frapper auparavant. « Je ne suis pas sûre d'appartenir à son monde, » dit-elle. « Et si je me ridiculisais? Et si cela changeait ma façon de me voir ou la façon dont il me voit ?» Léa l'étudia un moment, puis elle dit quelque chose qu'Amélie n'oublia jamais. « Tu as passé toute ta vie à faire de la place pour les autres. Il est peut-être temps de voir à quoi ressemble un espace que quelqu'un fait pour toi. » Cette nuit-là, Amélie ne put dormir. Elle resta éveillée, écoutant la pluie taper sur la vitre, le bruit des bus de la ville bourdonnant en bas, le doux tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Elle pensa au café, à la façon dont les gens avaient y ri, c'était le moqué, avaient jugé. Elle pensa aux yeux de Charles, humble, chercheur, humain. Et elle pensa à sa mère qui disait « N'attends pas que la vie vienne te chercher. Parfois, il faut aller la trouver soi-même. » Au lever du soleil, sa décision était prise. Elle fit un bagage léger, un seul sac, un journal usé, 2 tenues de rechange et le livre qu'elle avait été trop fatiguée pour finir depuis des mois. Elle laissa à Léa un mot sur le réfrigérateur avec de l'argent pour les courses et un câlin qui dura plus longtemps que d'habitude. À la gare, elle se tenait sur le quai, le cœur pris entre l'hésitation et l'espoir. Quand le train entra en gare et que les portes s'ouvrirent avec un léger sifflement, elle s'avança, non pas vers le luxe, non pas vers un fantasme, mais vers l'inconnu. Charles attendait dans la voiture. Pas de garde du corps, pas de fanfare, juste lui, assis près de la fenêtre, un livre sur les genoux et 2 cafés sur la table. Il leva les yeux quand elle entra et sourit. Pas le sourire étudié d'un homme habitué à être servi, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. « Je ne pensais pas que vous viendriez, » dit-il. Amélie s'assit en face de lui, posant doucement son sac à ses pieds. « Je ne pensais pas que je viendrais non plus, » répondit-elle. Mais ensuite, je me suis souvenu. Le monde ne change que si l'on marche vers lui. Il hocha la tête pensivement. « Je n'offre rien, dit-il. Pas de promesses, pas de chemin pavé d'or. Je pensais juste qu'il était peut-être temps que j'arrête de marcher seule. » Amélie regarda par la fenêtre alors que la ville commençait à devenir floue, les bâtiments laissant place aux arbres, le rythme du train s'installant dans sa poitrine comme un battement de cœur. Elle se retourna vers lui. « Peut-être, dit-elle, que nous avions tous les deux besoin que quelqu'un nous rappelle que nous avons encore le droit de choisir quelque chose de différent. » Et sur ce, le train les emporta. 2 voyageurs improbables liés, non pas par le destin, mais par le choix. Amélie ne savait pas où le voyage l'amènerait,
Mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de la réponse parce qu'elle ne courait pas vers une évasion, la richesse ou un fantasme. Elle marchait vers quelque chose d'honnête, et cela, réalisa-t-elle, était suffisant. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce qu'Amélie avait jamais connu. Pas d'hôtel, 5 étoiles, pas de yacht, pas de brunch au champagne. Au lieu de cela, elle se réveilla dans des villages tranquilles et des villes poussiéreuses, dans de modestes chambres d'hôtes et des centres sociaux, voyageant à l'arrière du vieux 4x4 de Charles, les fenêtres baissées et le vent jouant dans ses cheveux. Il ne vivait pas comme le milliardaire que le monde croyait qu'il était. Ils visitèrent des orphelinats dans la banlieue de petites villes où les enfants se précipitaient dans les bras de Charles en criant son nom, non pas parce qu'il leur donnait des jouets, mais parce qu'ils se souvenaient des anniversaires, des livres préférés, des blagues privées. Ils allèrent dans des centres pour toxicomanes en convalescence, où Charles parlait peu, mais écoutait profondément. Ils s'assirent sur les porches de maisons à moitié construites par des mains qu'il avait financées, mais jamais nommées, mangeant de la soupe faite par des gens qui n'avaient aucune idée que l'homme en face d'eux possédait la moitié de la ligne d'horizon. Amélie observait tout cela avec une admiration silencieuse. Il ne s'annonçait jamais, ne cherchait jamais les louanges. Elle lui demanda une fois, alors qu'il triait des cartons dans une banque alimentaire en Auvergne, « Pourquoi ne dites-vous pas aux gens qui vous êtes ?» Il haussa les épaules, « Parce qu'ils arrêteraient de me parler comme si j'étais humain. » Partout où ils allaient, elle voyait la même chose, ses yeux cherchant, non pas la gratitude, mais la connexion. Et plus d'une fois, elle surprit son propre reflet dans une fenêtre et réalisa qu'elle souriait d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Un soir, dans un chalet niché à l'orée d'une forêt dans les Vosges, ils s'assirent sur le porche tandis que les grillons chantaient et que l'air était lourd de l'odeur des pins. La seule lumière provenait d'une unique lanterne sur la table en bois entre eux. Charles avait préparé une tisane à la camomille. Amélie s'enroula dans une couverture en laine, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. Ils n'avaient pas parlé depuis un moment, mais ce n'était pas un silence né de la gêne. C'était le genre de silence qui ressemblait à une respiration commune. Finalement, Charles se pencha en arrière dans sa chaise, regardant dans l'obscurité. « Des gens m'ont tout offert, dit-il. La compagnie, le confort, même l'amour. » Il fit une pause, puis se tourna vers elle, la voix plus basse. « Mais je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne pourquoi j'aime les choses que j'aime. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ébloui, juste présent. » Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle laissa les mots s'installer entre eux, lourds et délicats. Puis elle le regarda, ses yeux reflétant à la fois la lumière de la lanterne et quelque chose de plus profond. « Je ne sais pas si je suis cette personne, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas si je comprends toutes les raisons pour lesquelles vous êtes qui vous êtes. » Elle prit une inspiration. « Mais je sais une chose, je ne me suis jamais sentie autant moi-même que lorsque je suis avec vous. » Charles ne sourit pas. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait simplement l'air paisible, comme s'il venait d'entendre la réponse qu'il ne savait pas, qu'il attendait. Ils ne se prirent pas la main. Ils ne se penchèrent pas pour quoi que ce soit de plus. Parce que ce qu'ils partageaient n'était pas une question de proximité, c'était une question de reconnaissance. De deux personnes, séparées par des générations, façonnées par des vies très différentes, trouvant une résonance tranquille dans l'espace entre leurs cicatrices. Plus tard cette nuit-là, Amélie s'assit près de la fenêtre du chalet, écrivant dans son journal. Ses pensées venaient en demi-phrases et en mots uniques. Calme, trouvé, vu, elle ferma le livre, le glissa sous son oreiller et murmura dans l'immobilité « Je ne suis pas venue chercher l'amour, mais peut-être ai-je trébuché sur quelque chose de plus courageux. » Dehors, les étoiles clignotaient au-dessus d'eux comme des témoins silencieux d'une histoire encore en train de se dérouler. Une histoire non pas de fantasme ou de destin, mais de deux âmes qui avaient cru un jour être seules jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. 3 mois. 3 mois de matins calmes et de conversations sans hâte, d'écoute plus que de paroles, de voir le monde non pas depuis les fenêtres d'un penthouse, mais depuis les perrons de la rue et les salles communautaires bondées. Amélie avait changé, mais pas de la manière à laquelle la plupart des gens pourraient s'attendre. Elle n'était pas plus riche, elle ne s'habillait pas différemment. Ses chaussures étaient toujours usées sur les bords, ses journaux toujours remplis de pensées griffonnées et de coins cornés, mais son esprit, lui, avait changé. Elle marchait plus droit, parlait plus lentement, ne ressentait plus le besoin d'expliquer sa valeur à qui que ce soit. Charles le remarqua aussi. Ils venèrent de rentrer d'une visite à un refuge pour femmes à Lille quand il lui demanda de lui parler en privé. Ils s'assirent sur le toit-terrasse d'une église reconvertie qu'il finançait, la ligne d'horizon brillant derrière eux. Il lui tendit un simple dossier, sans ruban, sans cérémonie. À l'intérieur se trouvaient les documents légaux pour établir une fondation à son nom. Le fonds d'opportunité Amélie Fournier. Elle leva lentement les yeux. « Je veux laisser quelque chose derrière moi, dit-il. Mais pas en mon nom, j'en ai assez fait. Je veux que la prochaine fille, celle qui sert des tables, qui s'occupe de sa sœur, qui pense que personne ne la voit, je veux qu'elle sache que quelqu'un l'a vue.
Amélie ne dit rien, pas encore. Charles continua. Vous n'avez pas à la diriger, vous n'avez même pas à être impliqué. Mais elle existera parce que vous avez existé. Parce qu'une personne a choisi de voir quelqu'un, non pas pour ce qu'il avait, mais pour qui il était. Amélie posa doucement le dossier sur la table, ses doigts reposant sur le bord de la couverture. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. Charles sourit. « Vous n'avez rien à dire. » Mais elle le fit. « Chose. » Il hocha la tête, l'encourageant. « Plus que je ne peux l'exprimer, mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais essayer autre chose. » Il hocha la tête, l'encourageant. « Je veux construire quelque chose par moi-même, dit-elle, pas besoin que ça porte mon nom ou le vôtre. Je veux partir de zéro, non pas parce que je ne valorise pas ce que vous offrez, mais parce que quelqu'un a un jour cru en moi assez pour me laisser croire en moi-même. » Sa voix ne vacilla pas. « Et je veux offrir cette même confiance aux autres, pas par l'argent, mais par la présence, par l'écoute, en étant là quand personne d'autre ne se présente. » Charles resta silencieux un moment. Puis il sourit, non pas avec surprise, mais avec la fierté tranquille et radieuse de quelqu'un qui avait su depuis le début que ce jour viendrait. « Vous l'avez déjà fait, dit-il. » Amélie le regarda, l'homme qui s'était un jour assis tremblant dans un café, ridiculisé et rejeté, pour devenir son miroir, son mentor, son ami. Il n'y avait pas d'étiquette pour ce qu'ils étaient, pas amants, pas partenaires, pas tout à fait une famille, mais quelque chose de plus durable, une sorte de reconnaissance d'âme, une vérité partagée qui ne nécessitait aucune définition. Il tendit la main à travers la table et serra doucement la sienne. « Quoi que vous fassiez, dit-il doucement, je serai toujours dans votre coin. » Elle hocha la tête, les yeux brillants, et à cet instant, rien de plus n'avait besoin d'être dit. Leur histoire n'avait jamais été faite de grandes déclarations. Elle était construite sur des choix discrets, une croyance patiente, et le courage de se laisser partir l'un l'autre. Non pas par perte, mais par confiance. Ils restèrent assis là jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, jetant de longues ombres dorées sur la ville. Ils en étaient revenus à la voir, non seulement comme un lieu, mais comme une promesse. La promesse que la gentillesse, une fois offerte sans condition, trouverait toujours son chemin de retour. Et que parfois, la forme la plus vraie de l'amour est de laisser quelqu'un suivre sa propre route, en sachant qu'il emporte un morceau de vous à chaque pas. La pluie était revenue, douce, régulière, alors que les dernières lettres étaient apposées sur la vitrine du café. La première tasse. Amélie se tenait de l'autre côté de la rue avec un parapluie à la main, regardant sa vision devenir réalité. Ce n'était pas juste un café, c'était le café, celui où tout avait commencé, où un homme s'était un jour tenu, trempé, honteux d'avoir oublié son portefeuille, où elle, une serveuse avec peu à donner, avait offert un billet de 5 € et réécrit sa vie sans le savoir. Maintenant, l'espace était à elle, mais plus important encore, il appartenait à tout le monde. Elle l'avait reconstruit de fond en comble, peint les murs, refait les parquets, remplacé les lumières. Avec l'aide de bénévoles, de petits donateurs et l'encouragement discret de quelqu'un qui n'a jamais demandé de reconnaissance. Gravée sous le logo en vert se trouvait la devise « Personne ne devrait avoir à mériter la gentillesse ». À l'intérieur, le café brillait de vie. Éclairage chaleureux, jazz doux, étagère de livres et le faible bourdonnement des conversations. Un tableau noir, près du comptoir, n'affichait pas de prix. Il disait « Votre première tasse est offerte, votre seconde, si vous le pouvez, pour quelqu'un d'autre ». Le piano dans le coin attendait le trio de l'après-midi. Les tables ne portaient pas de numéros, mais des mots écrits à la main. Espoir, confiance, commencement. Amélie se tenait près de la fenêtre, observant le flot de l'humanité. Une infirmière épuisée, un livreur, une mère et 2 enfants. Un espace pour le repos, pour la dignité. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, plus âgé, voûté, trempé par la pluie. Ses mains tremblaient en tenant la porte. Il avait l'air incertain, presque désolé. Un jeune barista s'avança. « Monsieur, cet endroit est réservé aux clients. Si vous n'avez pas… » Amélie traversa la pièce avant qu'il ne puisse finir, posant une main douce sur l'épaule du barista. « C'est bon, dit-elle, puis se tourna vers l'homme. « Voudriez-vous une place près de la fenêtre ?» Il hocha la tête avec reconnaissance. Elle sourit. « Et que voudriez-vous aujourd'hui ?»« Juste quelque chose de chaud, » murmura-t-il. « Pour m'asseoir un peu. La matinée a été longue. » La voix d'Amélie s'adoucit. « Alors, prolongeons-la avec un peu de paix. » Elle jeta un coup d'œil au barista. « Ici, la première tasse est toujours offerte. Sans question, sans honte. » Il hocha la tête, les yeux écarquillés. Leçon apprise. Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière, quelque chose la tirailla. Elle se tourna vers la fenêtre et il était là, Charles, debout de l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir, le col de son manteau relevé, son visage calme, les yeux chaleureux. Il ne fit pas de signe, n'entra pas, il regardait simplement. Elle croisa son regard et dans ce moment silencieux, quelque chose passa entre eux. Gratitude, adieu et autre chose, une promesse.
Il hocha la tête une fois, puis se tourna et disparut dans la pluie. Plus tard, lors de la préouverture, Amélie se tenait à côté du piano avec un micro dans une main et une tasse chaude dans l'autre. Elle regarda autour du café. Chaque siège était occupé, l'air épais de réconfort. « Il y a des années, commença-t-elle, j'ai payé le café de quelqu'un. Je ne savais pas qui il était. J'ai juste vu quelqu'un qu'on rabaissait et je ne pouvais pas détourner le regard. » Elle fit une pause. « Cette tasse m'a coûté 5 €, mais ce qu'elle m'a donné, c'est une nouvelle façon de voir le monde. » Certains hochèrent la tête, d'autres essuyèrent leurs larmes. « Je pensais aider un homme qui était perdu, » dit-elle, « mais il s'avère qu'il m'a aidé à trouver la version de moi-même que je ne savais pas que j'avais le droit de devenir. » Elle posa la tasse. « Ce café n'est pas fait pour vendre du café. Il est fait pour la présence, pour être là quand personne d'autre ne l'est. » Sa voix devint plus douce. « Un homme m'a dit un jour, la gentillesse n'a pas besoin qu'on s'en souvienne. Elle a seulement besoin d'être perpétuée. » Elle sourit. « C'est donc ce que nous faisons ici, une tasse à la fois. » Et presque comme une pensée après coup, elle ajouta « Certains amours n'ont pas besoin de romance. Certaines vies changent avec rien de plus qu'un geste aimable et le courage d'être sincère. » La salle applaudit. Un saxophone se mit à jouer et quelque part à l'arrière, une première tasse fut versée, pour quelqu'un qui ne savait pas qu'il en avait besoin jusqu'à ce que ce soit le cas. Et ainsi, tout recommença. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant, un voyage qui a commencé par un simple acte de gentillesse et s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que ce que l'un ou l'autre n'aurait jamais pu imaginer. Amélie n'avait pas besoin d'un miracle. Elle ne courait pas après la richesse ou les titres. Tout ce qu'elle a fait, c'est choisir de se soucier des autres, un matin pluvieux où personne d'autre ne le faisait. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer non pas une, mais 2 vies. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou vous a rappelé le pouvoir tranquille de la compassion, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons le genre d'histoires qui guérissent, élèvent et nous rappellent ce que signifie être vraiment humain. Nous vous retrouverons dans la prochaine où une autre âme attend d'être vue. Musique. Maintenant, j'aimerais prendre un petit moment pour échanger avec vous. Je suis très curieux/curieuse. Quel âge avez-vous? N'hésitez pas à me le dire, que vous ayez 15, 30, 50 ou 80 ans. C'est toujours merveilleux de voir des personnes de toutes les générations réunies ici. Et vous, qui venez d'écouter cette histoire, qu'en avez-vous pensé? Comment l'avez-vous ressenti? Est-ce qu'elle vous a touché, vous fait réfléchir ou peut-être même un peu ému? Peu importe votre réaction, je souhaite du plus profond de mon cœur que chacun d'entre vous trouve la paix et la sérénité dans son quotidien, que vous soyez toujours entouré de calme et de bienveillance. Maintenant, j'aimerais vraiment que vous partagiez vos pensées avec moi, avec nous tous. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Y a-t-il un personnage, une phrase ou une idée qui a résonné en vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter ce qui vous vient à l'esprit. Votre opinion est très précieuse. Pour conclure, je vous envoie à tous mes vœux les plus chaleureux. Prenez bien soin de vous, que la santé vous accompagne toujours et que la paix soit dans vos cœurs et dans vos foyers. Merci d'être là.